Léonard de Vinci fut l'inventeur du parachute, mais c'est le Français Garnerin qui effectua la première descente en parachute le 22 octobre 1797. Durant la guerre 1914-1918, de nombreux aérostiers durent la vie à un parachute, contrairement à nos pilotes qui n'en furent équipés que tardivement. Le commandant français Évrard et le général américain Mitchell eurent l'idée d'utiliser le parachute pour déposer des soldats derrière les lignes ennemies, mais l'armistice interrompit leurs préparatifs. Au cours des années 30, les Soviétiques forment des unités combattantes utilisant le parachute pour aller au combat. De grandioses manœuvres militaires démontrent le bien fondé de cette idée, la facilité et la souplesse d'emploi des parachutistes et leur efficacité dans l'action. L'état-major français ne croit pas aux parachutistes. Cependant, 3 officiers partent en Union soviétique pour apprendre l'art du saut en parachute. 2 reviendront brevetés, et l'un des 2, le capitaine Jay, formera le centre d'instruction pour parachutistes à Avignon-Pujol. Il faudra cependant attendre 1936 pour voir la création de 2 groupes d'infanterie de l'air qui montreront très rapidement lors de diverses manœuvres la qualité des hommes qui les composent, l'esprit combatif et frondeur qui les anime et les possibilités d'emploi de cette arme nouvelle dans une armée moderne. Malheureusement, le scepticisme des états-majors fait que ces malheureuses unités ne seront qu'à 50% de leurs effectifs et de leurs dotations en matériel, et ceci dans l'indifférence générale. En 1940, malgré la constitution d'un corps franc, au sein duquel le caporal Barat sera le premier parachutiste mort au combat, les parachutistes français ne seront utilisés que pour des missions secondaires. Dès 1936, les Allemands créent une division aéroportée, commandée par le jeune général Student, qui manifeste très rapidement sa volonté d'utiliser la division en bloc. Il peut être considéré comme le père du combat aéroporté. Imposés par Hitler à ses états-majors récalcitrants, les parachutistes allemands sont utilisés dès avril 1940 en Norvège, mais ce sont leurs actions en Belgique, et surtout en Hollande, qui montrent à la face du monde ce que des troupes d'élite, lancées par la voie des airs, pouvaient réaliser dans une guerre éclair. De cette conjonction de l'audace et de la volonté combative allait naître dans le monde entier, et surtout en France, le mythe du parachutiste, soldat invincible et terreur des armées classiques. Désormais, toutes les armées du monde allaient se doter d'unités parachutistes. Septembre 1940, moins de 3 mois après l'armistice, est créée en Angleterre, par le capitaine Berger, avec l'accord du général de Gaulle, la première compagnie d'infanterie de l'air. Mars 1941. Après parachutage de nuit, 5 membres de cette unité accomplissent une mission en Bretagne. Mai 1941. Toujours après parachutage de nuit, 3 autres membres réalisent une 2e mission en Gironde cette fois. Ils reviendront tous en Angleterre. Les parachutistes auront été parmi les tout premiers à reprendre le combat sur le sol de France. Alors qu'une partie de la compagnie va continuer à accomplir des missions en France, l'autre partie, sous l'appellation de peloton parachutiste du Levant, rejoint le Moyen-Orient. Mise à la disposition du Major Sterling, inventeur d'une étonnante formation, le Special Air Service, ou SAS, les parachutistes français, sous le nom de French Squadron SAS, vont, avec leurs camarades britanniques, accomplir toute une série d'actions d'éclat qui coûteront à l'ennemi plus de 400 avions, d'innombrables véhicules, des milliers de litres de carburant et de nombreux morts et blessés. Cette campagne, hélas, ne se fera pas sans perte. Nombreux sont ceux qui paieront de leur liberté, tel le commandant Berger, fait prisonnier sur l'île de Crète après la destruction de 20 avions, ou de leur vie, tel l'aspirant Zirneld, professeur de philosophie avant la guerre, engagé pour la durée de la guerre et tué au retour de sa 3e mission. Avant de l'enterrer, ses camarades trouveront sur lui un poème, écrit en 1938 et adopté par les parachutistes français sous le nom de « Prière du para ». Ramenés en Angleterre, les survivants du French Squadron formeront l'ossature des 3e et 4e bataillons français SAS. Le 5 juin 1944, veille du débarquement allié en Normandie, les SAS français seront les premiers parachutistes à sauter sur le sol de France, loin des plages.
au cœur de la Bretagne, pour y former avec les maquis locaux une zone de guérilla qui retiendra de nombreuses forces ennemies, lesquelles feront défaut au commandement allemand sur le front. Une nouvelle fois ramenés en Angleterre après de durs combats, les SAS français sont à nouveau parachutés, en avril 1945, en Hollande, pour y désorganiser les arrières ennemis, lors de l'offensive alliée sur la Roure. Leurs actions leur valurent, de la part de la reine Juliana, la reconnaissance du peuple hollandais. Pendant ce temps, en Afrique du Nord, c'est la création de plusieurs unités. Le 1er régiment de chasseurs parachutistes, entièrement équipé et entraîné par les Américains, ne pourra effectuer aucun des sauts prévus, et c'est à pied, dans la neige des Vosges et d'Alsace, au milieu de furieux combats de chars, que le 1er RCP gagnera sa renommée. Le bataillon de choc, destiné à intervenir au profit des maquis de l'intérieur, recevra une formation parachutiste américaine et une formation amphibie anglaise. Malgré leur équipement et armement hétéroclites, les chocs seront toujours, de l'île d'Elbe en Allemagne, aux avant-postes de la première armée française. Le groupe des commandos d'Afrique, formé autour d'un noyau de gaullistes d'Afrique du Nord. Le groupe des commandos de France, formé d'évadés de France, et dont les sensibilités politiques étaient très marquées. Ces deux dernières unités, très politisées, difficilement commandables, parachutistes de par la volonté et les accointances de leurs chefs, se battront avec panache, essentiellement par débarquement en force, puis comme troupes de choc en Alsace et en Allemagne. Elles seront dissoutes à la fin de la guerre. C'est donc un bien étrange agglomérat de parachutistes qui est né lors de la Deuxième Guerre mondiale. Cette diversité représente cependant, outre la volonté et la valeur du parachutiste français, une très grande richesse d'expérience et d'apports étrangers à notre culture militaire nationale et dont la synthèse se fera en Indochine à 12 000 kilomètres. L'histoire des parachutistes en Indochine commence avant que Colmar ne soit libéré. En effet, désireuse de participer auprès de ses alliés à la poursuite de la guerre dans le Pacifique, la France avait envoyé des troupes en Extrême-Orient. Les deux explosions atomiques ayant stoppé les Japonais, les forces françaises furent dirigées vers l'Indochine, où des compatriotes et des autochtones souffraient depuis 1940. Décembre 1944, les premiers parachutistes du corps léger d'intervention sont parachutés au Laos. C'est le début pour la France d'une guerre qui va durer 9 ans. Dès 1948 est créée en Bretagne une brigade de parachutistes coloniaux SAS, commandée par le colonel Massu, de retour d'Indochine, et qui servira de structure de formation à des groupements de commandos coloniaux parachutistes de la valeur d'un bataillon, mais plus riches en cadres selon les structures SAS. L'ensemble des troupes aéroportées, dont les légionnaires parachutistes, vont alors servir en Indochine par séjour de 2 ans, soit par bataillon constitué pour les unités d'engagés, soit par bataillon de marche ou groupement de marche pour les unités à base d'appelés, qui ne pourront envoyer que leurs cadres d'actives et leurs engagés. Opérant sur tout le territoire, elles rétablissent la souveraineté française, sans pouvoir hélas empêcher tous les massacres, comme celui de la cité Héros à Saïgon. Par d'incessantes opérations, elles vont desserrer l'emprise du Viet Minh sur le delta et le rejeter en haute région, sans pouvoir hélas lui porter le coup décisif. Les parachutistes vont aussi encadrer des commandos autochtones et vont même incorporer des Indochinois dans leurs propres unités. Cette politique d'intégration des autochtones dans les unités parachutistes s'étendra progressivement à l'ensemble des unités de l'armée. C'est donc un immense brassage d'hommes et de savoir-faire qui s'opère à 12 000 kilomètres de la métropole. Comme dans le reste de l'armée de l'époque, les particularismes souvent marqués et les inimitiés parfois vives ressortent, mais s'estompent rapidement au milieu des combats pour laisser la place à une totale symbiose entre tous les combattants. Cette union étroite entre tous, faite de compréhension, d'entraide, de respect, de sacrifice, est à l'origine de l'esprit parachutiste français, original entre tous, et qui jamais ne se démentira. Force cohérente d'environ 11 000 hommes, les troupes aéroportées d'Indochine sont pour le commandant en chef un outil d'une incomparable souplesse d'emploi, car il est apte aux missions les plus variées, des plus simples aux plus puissantes, des plus conventionnelles aux plus insolites.
Constamment sur la brèche, envoyés sans transition du nord au sud de cet immense pays au fur et à mesure des besoins, les parachutistes eurent d'énormes pertes au combat et furent soumis à une usure physique prématurée. Ils ne baissèrent jamais les bras, et dans les moments les plus dramatiques, ils furent capables de tenter l'impossible, et souvent avec succès. La bataille de Dien Bien Phu, dans laquelle disparaîtront 6 bataillons parachutistes, marque la fin de la guerre d'Indochine pour de nombreux combattants, et le début, pour les survivants de cette tragédie, d'une longue marche vers les camps de prisonniers ou camps de rééducation, d'où ne reviendront qu'à peine 30% des combattants de Dien Bien Phu, pourcentage de survie inférieur à celui des camps de concentration nazis. En rentrant d'Indochine, fin 1954, les parachutistes trouvent une partie du territoire national, l'Algérie, menacée par une rébellion armée. L'extraordinaire expérience du combat, acquise en 13 ans de guerre pour de nombreux cadres, et l'immense prestige dont ils sont auréolés, vont permettre aux parachutistes de montrer une nouvelle fois leur formidable capacité à faire face et à dominer l'insolite d'une situation dont le contrôle échappera au gouvernement. La Constitution interdisant l'emploi du contingent à l'étranger, la situation en Algérie va au contraire en permettre son utilisation. L'aura des paras attire les jeunes, et les 10e et 25e divisions parachutistes seront constituées à 85% d'appelés. Le courage et le dévouement de cette jeune troupe ardente, nourrie de l'esprit parachutiste et en union totale avec l'encadrement, font des appelés parachutistes des appelés à part. La fierté d'appartenir à une élite et d'être commandés par des chefs valeureux en font les équivalents des soldats de métier. Les multiples savoir-faire et le dynamisme des parachutistes vont très vite les imposer comme les leaders de la lutte contre la rébellion. Ils s'impliqueront avec une telle détermination, une telle foi dans l'accomplissement de la mission reçue, que beaucoup d'entre eux ne pourront accepter l'issue imposée par le gouvernement. Si la guerre d'Algérie fut pour les parachutistes l'occasion de prouver une nouvelle fois leur valeur de combattants, elle fut aussi, hélas, l'occasion d'un drame de conscience, la fidélité à la parole donnée, confrontée au devoir d'obéissance. L'histoire jugera plus sereinement la révolte de ces soldats dits perdus, dont beaucoup, il ne faut surtout pas l'oublier, avaient été des héros de la résistance et de la libération. En tout état de cause, nul ne pourra reprocher aux paras de ne pas avoir accompli les missions confiées par le gouvernement et d'avoir hésité ou reculé devant les tâches les plus difficiles. Soldats de l'insolite, les paras surent faire face avec succès à 2 problèmes aussi différents l'un que l'autre des combats habituels. La lutte contre le terrorisme dans une grande ville et la destruction de bandes armées insaisissables dans un immense arrière-pays montagneux. Alors que la guérilla urbaine et son terrorisme aveugle ensanglantaient Alger et menaçaient le pays du chaos, le gouvernement demanda à la 10e d'épée, à peine revenue de l'expédition de Suez, de remplacer la police débordée et totalement impuissante afin de rétablir l'ordre républicain. Les parachutistes trouveront les bombes et les poseurs de bombes. Ils arrêteront les assassins et rétabliront une vie normale dans la ville. Les parachutistes ont gagné la bataille d'Alger parce qu'en faisant ce travail de policiers, ils ont su conserver leur âme de soldats. Dans le Djebel où ils étaient chez eux, les paras mirent au point une tactique d'assaut vertical à partir des hélicoptères dont l'armée française venait de se doter. Le pion de manœuvre, qu'était le détachement d'intervention d'hélicoptères, permettait de poser simultanément 70 à 80 hommes à proximité immédiate, voire sur les bandes armées repérées. Cela nécessitait des états-majors parfaitement rompus à ce genre de manœuvre et des troupes parfaitement bien entraînées et aguerries. Spécialistes de ce genre d'intervention, les commandos de l'air étaient en alerte permanente sur les bases d'hélicoptères. Les parachutistes ont encadré de nombreux commandos de chasse, lesquels vivaient dans la nature parfois pendant de longues semaines, épiant les rebelles, leur tendant des embuscades, minant leurs itinéraires ou dirigeant sur eux les feux de l'artillerie, de la chasse ou les interventions des DIH. Continuellement pourchassés, isolés, les bandes armées perdirent leur efficacité et ne cherchèrent plus que leur survie. À la fin de la guerre, il n'en existait pratiquement plus. Cette remarquable adaptation à la contre-guérilla urbaine ou dans le Djebel n'empêcha pas les parachutistes de rester capables de mener des opérations classiques, comme le saut sur Port Fouad en Égypte
et le saut sur Bizerte en Tunisie pour dégager la base française attaquée. Ces deux opérations étaient le prélude aux actions extérieures de notre monde contemporain. Les conséquences politiques de la guerre d'Algérie furent terribles pour les parachutistes. Les 10e et 25e divisions parachutistes furent dissoutes. Plusieurs régiments disparurent. De nombreux cadres furent emprisonnés et d'autres durent quitter l'uniforme. Avec les parachutistes qui restaient, on constitua une division qui ne porta même pas le nom de parachutiste. Une longue période de pénitence commençait. Le fait de jouer l'infanterie d'appoint à la première armée française stationnée dans l'est du pays n'empêche pas les parachutistes de penser à des choses beaucoup plus réalistes. En effet, les soldats de l'insolite qu'ils sont restés ont été les premiers à comprendre que la politique d'indépendance voulue par le gouvernement conduirait tôt ou tard à une utilisation nouvelle des forces armées de par le vaste monde. Aussi, tout en participant avec nos forces mécanisées aux manœuvres symbolisant la lutte contre le pacte de Varsovie, ils se préparent à des actions outre-mer en imaginant des procédés les plus variés. Ils s'entraînent ainsi pour d'éventuelles missions que la situation internationale rend vraisemblables. Ils organisent tout un système d'alerte et de renforcement progressif, créant ainsi un outil d'intervention prêt à l'emploi. C'est cet outil que le président de la République utilisera en 1978 lorsqu'une opération militaire délicate s'avère nécessaire au Zaïre. Ainsi, l'opinion publique française découvrit que 16 ans après l'Algérie, il existait encore en France une troupe d'intervention opérationnelle capable d'intervenir à 7000 km de ses bases pour sauver des vies humaines et empêcher un pays aux réserves stratégiques immenses de sombrer dans le chaos. Comme à Suez en 1956 et Bizerte en 1961, Colvézi montre que la capacité des parachutistes à agir vite et loin, dans des circonstances les plus imprévues, les rend particulièrement précieux dans les cas de crise grave. La même année 1978 verra aussi la première participation française aux opérations de maintien de la paix dans le cadre de l'ONU par l'envoi d'un régiment de parachutistes au Liban. Les parachutistes vont alors montrer dès leurs premières interventions que les soldats de l'ONU peuvent être de véritables combattants. À Beyrouth, les parachutistes paieront d'un lourd tribut leur engagement total au maintien de la paix. Du Zaïre en Afghanistan, en passant entre autres par le Tchad, le Liban, le Cambodge, l'Irak, l'ex-Yougoslavie, le Rwanda et bien d'autres pays encore, que ce soit dans le cadre de la politique des Nations Unies ou dans le cadre de notre politique nationale, les parachutistes d'aujourd'hui, en s'imposant naturellement par leur sang-froid et leur valeur professionnelle, s'avèrent tout aussi efficaces dans une mission humanitaire ou dans les missions plus musclées de maintien de la paix qu'ils le sont habituellement dans une mission de combat. De fait, de nos jours, des unités parachutistes de très haute valeur opérationnelle opèrent dans les 3 armées et la gendarmerie. Outre la 11e brigade parachutiste, on trouve en effet des commandos de l'air parachutistes, des commandos marins parachutistes, l'escadron parachutiste d'intervention et le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, l'ensemble constituant l'un des meilleurs outils d'intervention de notre défense. Les hommes qui les composent maintiennent à un très haut niveau l'esprit parachutiste, précieux héritage de leurs anciens. Comme eux, et quelles que puissent être les vicissitudes de la vie, ils s'entraînent constamment à toutes sortes de missions, pour être capables, le moment venu, de défendre les intérêts de la France, quelles que soient les circonstances ou les situations. Car leur grande force, c'est d'être toujours et à jamais les soldats de l'insolite. Beaucoup ont déjà versé leur sang pour la France, et tous aujourd'hui, encore, continuent à exposer leur vie pour la patrie. Ne l'oublions pas.